Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, édition spéciale après les annonces du président de la République Emmanuel Macron. Les écoles qui seront fermées à partir de la semaine prochaine avec des cours à distance dans toute la France. Et ensuite, la semaine suivante, toute la France en vacances pour 2 semaines sur les mêmes dates que celles qui étaient prévues au départ pour les Bordelais ou alors les Limousins. D'autres annonces d'Emmanuel Macron, ce couvre-feu toujours étendu bien sûr à 19h dans toute la France. Une attestation nécessaire pour se déplacer à plus de 10 km de son domicile. Édition spéciale, je le disais, avec Philippe Rossi et Philippe Bilger et nos invités qu'on accueille tout de suite. On accueille Samia Bounouri. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes infirmière scolaire, secrétaire départementale du syndicat des infirmiers et des conseillers en santé pour la Seine-Saint-Denis. Alors vous avez dans la Seine-Saint-Denis vous-même la charge d'un collège et de 3 groupes scolaires, ce qui représente plus de 1000 élèves. Ces 1000 élèves, vous ne les reverrez pas à partir de 1800 élèves exactement. Tout à fait. Que vous ne reverrez pas physiquement, en tout cas à partir de la semaine prochaine. Comment accueillez-vous cette annonce ? Écoutez, nous sommes très inquiètes, les infirmières de l'éducation nationale, en effet, parce que déjà lors de la première vague et puis jusqu'à maintenant, on accueillait vraiment des jeunes, des enfants et des étudiants en situation de mal-être, ou qui même parfois peuvent présenter des syndromes dépressifs, aller jusqu'aux tentatives de suicide. Vous avez eu des cas très graves à gérer. Il y avait cet autre problème. Emmanuel Macron a rappelé que le virus circule à l'école. Il a ajouté il ne circule pas davantage à l'école qu'ailleurs, mais malgré tout, il circule. Vous avez pu le constater vous-même ? Oui, rien que cette semaine, par l'effet d'annonce, un cas Covid positif, une classe fermée. On a bien pu constater dans les divers établissements la fermeture de plusieurs classes. Notamment à Drancy, un lycée a été médiatisé avec 22 fermetures de classes, donc ce qui est énorme. Effectivement, le virus circule aussi Est-ce que ça signifie, Samia Bounouri, que fermer en tout cas physiquement l'école pour la semaine prochaine, l'école en général, jusqu'au collège et au lycée, c'était la seule solution d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur, qu'on n'arrivait pas à le contrôler en fait ? Mais en fait, j'ai envie de dire que de toute façon, avec l'annonce d'un cas Covid positif, une fermeture de classe, ça commence. Les établissements commençaient un peu à dysfonctionner. Parce que forcément, les personnels qui travaillent eux-mêmes sont parfois obligés de s'arrêter pour pouvoir eux-mêmes garder leurs propres enfants. C'était devenu ingérable. Des classes à distance, voilà, tout à fait, exactement. C'était de toute façon devenu ingérable. Vous nous direz dans un instant, Samia Bounouri, dans quel état finalement vous aviez retrouvé les écoliers après la première fermeture qui avait eu lieu il y a 1 an, la fermeture des écoles qui avait été très longue. J'aimerais donner la parole à Philippe Bilger. Moi, je suis très sensible au témoignage de Samia qui est sur le terrain. Mais si je peux ajouter un mot par rapport à mes observations liminaires, je sais qu'on reproche beaucoup au président de la République en même temps. Il me semble tout de même que dans le discours qu'il a fait, il a tenté de tenir les 2 bouts de la chaîne pour concéder aux rassuristes et, pour donner du grain à moudre aussi un petit peu aux enfermistes. Alors évidemment, on peut peut-être discuter la politique sanitaire mise en œuvre depuis le début par le gouvernement, mais il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui, à la suite de ce qu'on a entendu, dénier que le pouvoir a tenté le moins mal possible de respecter cette notion d'équilibre que le président a placée au premier rang de ses préoccupations. Samia Bounouri, finalement c'est une semaine de fermeture, avant les vacances, ensuite des vacances qui étaient d'ores et déjà prévues pour tout le monde le mois suivant. Finalement, est-ce que finalement vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a limité la casse, vous qui redoutiez une fermeture complète des écoles ? En effet, mais moi, si j'ai bien compris l'élocution de notre président, c'est qu'effectivement, il y a une première semaine en distanciel, une 2 semaines de vacances et à nouveau une semaine en distanciel. Donc ça fait quand même 2 semaines sans fréquenter l'école. Donc nous sommes très inquiets de ce que vont pouvoir vivre tous
ces jeunes, tous ces étudiants au sein de leur foyer. Oui. En termes de cyberharcèlement, en termes C'est ce que vous aviez constaté. C'est ce que vous aviez constaté, Samia Bounouri, à la fin de la première fermeture des écoles. Tout à fait, mais jusqu'à aujourd'hui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'ai dû envoyer à l'hôpital 2 élèves, une qui avait fait une tentative de suicide médicamenteuse, et un autre jeune qui se tapait la tête contre le mur, mais quand je vous dis taper, mais vraiment violemment, fracassait, excusez-moi du terme, se fracassait la tête contre le mur, se scarifiait comme ça dans les couloirs devant tout le monde. Donc on voit bien que les des jeunes, en tout cas ces jeunes-là, voilà. Qui sont dans un état, en tout cas mental, en tout cas moral, absolument désastreux. Et on espère qu'ils puissent s'en sortir, effectivement. Mais pour vous, du coup, c'est une catastrophe, notamment pour ces jeunes-là qui ne vont pas bien, de les renvoyer à la maison, quoi. Complètement, parce que le suivi des familles, et puis pouvoir libérer leurs paroles, recueillir leurs paroles, pouvoir mener des actions auprès des familles, les orienter aussi pour des suivis extérieurs. Voilà, tout ça va se... C'est pourquoi vous regrettez en tout cas cette fermeture physique des écoles qui est annoncée par Emmanuel Macron à partir de la semaine prochaine, avec, je le rappelle, des cours à distance à peu près partout en France à partir de la semaine prochaine, et ensuite 2 semaines de vacances obligatoires. Merci à vous, Samia Bounouri, d'être intervenue sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous êtes infirmière scolaire, secrétaire départementale du syndicat des infirmiers et conseiller en santé pour la Seine-Saint-Denis. Philippe Rossi, autre aspect de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui l'a précisé, on l'a vu avec vous d'ailleurs dans les Vraies Voix Sud Radio avant, en rappelant que la Lozère elle-même était très touchée. Cette fois-ci, l'épidémie, elle concerne toute la France, Philippe Rossi. Oui, toute la France, effectivement. On peut se dire que ce sont les grandes régions comme l'Île-de-France, par exemple, qui renferme Paris, qui est la capitale, mais on se rend compte qu'il y a d'autres régions comme la Lozère, qui est le département le moins peuplé, et qui se trouve avec un taux d'incidence extrêmement élevé, qui est de 330 pour 100 000 habitants. Et donc, il était indispensable de freiner l'épidémie sans confiner à un niveau national. Et en tout cas, nous allons prendre la direction de Marseille tout de suite, ou plutôt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et retrouver Michel Sierra. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous n'êtes pas à Marseille, vous êtes médecin généraliste à Istres, je précise, c'est pas tout à fait la même chose quand même, et président de la fédération. C'est la métropole. C'est la métropole malgré tout. J'ai essayé d'être plus précis. Président de la Fédération des médecins de France pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une partie de votre région avait des règles un peu durcies, c'était les Alpes-Maritimes avec Nice. Cette fois-ci, les Marseillais, les habitants des Bouches-du-Rhône, ceux du Var, y passent aussi. Est-ce que la situation était devenue difficile sur l'ensemble de votre région, Michel Sierra ? Oui, nous sommes dans une situation un peu catastrophique chez nous, puisque nous essayons d'hospitaliser en tant que généraliste des patients Covid positifs dans des structures hospitalières, et elles nous répondent invariablement: nous sommes complets dans les réa, on va essayer de les mettre ailleurs, mais il n'y a pas de place. J'ai encore eu un cas hier très compliqué. Il a fallu l'hospitaliser d'abord à Martigues, et on a essayé de trouver une place. Il était dans le couloir. Il a fini quand même par trouver une place, parce que sur l'hôpital Nord, il n'y en avait plus non plus. Donc on a vraiment des gros soucis, parce que l'impéritie de nos gouvernants, c'est quand même depuis 1 an, on réclame des lits de réanimation à un niveau potable, et nous n'avons que très peu augmenté nos capacités. Et c'est donc un gros problème. On n'a même pas de place en réa pour des gens qui ont des saturations très faibles. Donc c'est très grave pour nous. Et on a une quantité de cas qui nous dépasse. Et qu'est-ce qu'on fait de ces patients, justement, que vous, médecins, vous dites ils ont besoin d'aller à l'hôpital, et on vous dit il n'y a pas de place? Comment ça se passe dans ce cas-là? Quel est le risque? On les laisse à domicile? Et vous savez, c'est du domicile, il n'y a plus que ça comme solution, et nous sommes quand même des personnes de ressources. Tout le monde se doute que le médecin généraliste ne reste pas les mains ballantes. Nous organisons de l'oxygénothérapie à domicile, nous organisons des perfusions à domicile avec des antibiotiques puissants, parce que c'est quand même le problème de la surinfection qui prédomine. Donc nous avons quand même des possibilités de faire des suivis par les infirmières libérales qui sont très pugnaces sur ce sujet, qui prennent les saturations matin et soir chez nos patients, un suivi rigoureux, des communications
permanente. Nous arrivons à faire un suivi. Mais franchement, quand les cas sont catastrophiques et qu'on nous dit, malgré tous nos désirs de l'hospitaliser, il n'y a pas de place, mais c'est un crève-cœur. Même dans les Bouches-du-Rhône. Même dans les Bouches-du-Rhône. Oui, et ça, c'est quand même l'information que vous nous révélez aujourd'hui, puisque la saturation des lits de réanimation dont on parlait beaucoup jusqu'à présent, c'était surtout dans la région des Hauts-de-France et dans la région Île-de-France. Philippe Rossi. Oui, non, mais en fait, ce qui est le vrai problème, c'est qu'on s'aperçoit que dans toute la France, c'est ce que vous venez de nous dire, Michel Sarraille, il y a un gros problème de place de lit dans nos hôpitaux. Ce qui est incroyable, c'est que Emmanuel Macron nous promet de reporter dans certains hôpitaux et d'ouvrir la capacité d'accueil à 7000 lits. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, on était à entre 9500 et 10 000 lits. Et on s'aperçoit que depuis quelques années, c'est un vrai gâchis. Philippe Bilger, depuis quelques semaines, explique, nous pose la question, mais pourquoi Emmanuel Macron n'agit pas? Bon, on voit ce soir qu'il a, entre guillemets, compris la leçon et que d'ici quelques semaines, il va ouvrir des lits. C'est ce que vous vouliez, Philippe Bilger. Vous voyez, il vous a répondu. Mais je dirais que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est tardif. C'est-à-dire qu'on a un discours de guerre, entre guillemets, avec une prise de conscience brutale de tout ce qui manque, mais on pourrait lui reprocher, évidemment, de n'avoir à peu près rien fait pour les lits depuis le début de l'année 2020, dès qu'on a constaté ce manque. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'angoisse du pouvoir, puisqu'en réalité, si on avait le nombre de lits qui convient, on n'aurait pas une angoisse collective comme celle d'aujourd'hui. Mais je voudrais ajouter un mot. Il me semble que Emmanuel Macron, dans son allocution, a en quelque sorte couvert toute la palette disponible qui relevait à la fois de certaines exigences et d'autres, notamment lorsqu'il souhaite la généralisation du télétravail. C'est quelque chose qui a été demandé par quelqu'un qui a une parole relativement dissidente, Martin Blachier par exemple. Sur les écoles, d'autres ont donné leur point de vue. Donc il me semble qu'il y a eu de la part du président de la République une sorte de perception un peu œcuménique de tout ce qui est réclamé et de tout ce qui est nécessaire. C'est peut-être pour favoriser une sorte d'adhésion, j'espère, qui sera la plus large possible. Michel Sierra, vous êtes toujours avec nous. Vous avez parlé d'impéritie de nos gouvernants. L'objectif aujourd'hui, Emmanuel Macron qui nous dit que nous avons 7000 lits de réanimation et que l'objectif est de les porter avec des renforts à 10 000 d'ici quelques semaines. Pour vous, c'est du temps perdu? C'est suffisant? C'est encore des mots un peu creux, parce que quand on parle de lits, on ne parle pas de lits physiques, mais on parle aussi de l'armée, avec du personnel. Or, on a vu une impéritie dans la préparation de tout cela, parce que nous n'avons plus assez de formation pour ce personnel. Quand je pense que chez nous, un énorme scandale, on mettait des étudiantes infirmières de 2e année responsables dans un service parce qu'on n'avait plus personne pour pouvoir les mettre, puisque les infirmières étaient malades ou se faisaient porter pâle parce que cas contact et autres. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Ce pays est dirigé par des gouvernants qui sont un peu MTV, quoi. C'est masque, test, vaccination. Et on a vu le résultat. On a été en retard sur toute la ligne. Et là, on peut ajouter un R, les lits de réanimation. Nous n'en avons pas assez. Il en faudrait peut-être 10 000, mais surtout, il faut du personnel. Il faut pouvoir trouver du personnel formé. Il faut du personnel, il faut accepter que la nation accepte de ne plus raisonner en termes comptables quand on parle de la santé de la population. Peut-être une dernière question pour vous, Michel Sierra. Un certain nombre de vos confrères, alors des praticiens notamment hospitaliers, et qui appelaient à des mesures très dures de confinement. Là, c'est une fermeture physique des écoles avec des restrictions relatives de déplacement, une attestation pour se déplacer à plus de 10 km de son domicile dans toute la France et un couvre-feu à 19h qui est maintenu. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour casser la courbe pour vous, Michel Sierra? Vous savez, c'est tout simple. Si vous voulez éviter une contamination, il faut isoler tout et tout le monde partout. Donc c'est très compliqué. Mais si vous arrêtez 15 jours il faut mettre le pays en apnée, qu'est-ce qui se passe? Le virus ne circulera plus. Il sera juste intrafamilial, donc il suffit de faire très attention. Et puis éviter le contact dans les rues de partout. Il faut arrêter la contamination permanente à laquelle nous assistons. Quand vous entendez un carnaval de 6000 personnes à Marseille ou ailleurs dans le nord de la France, arrêtons, quoi. C'est bon.
c'est foutu. Si on continue à tolérer ce genre d'action, votre virus ne s'arrêtera jamais. Et c'est là la question, c'est que la prise de conscience des Français, elle est un petit peu, je dirais, en dents de scie, parce que certains disent OK, mais dans d'autres tranches d'âge, ils ne veulent pas en entendre parler. Et notamment les plus jeunes qui pensaient qu'ils ne risquaient pas. Si on est rigoureux. Merci à vous, Michel Sierra, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste à Istres, président de la Fédération des médecins de France pour la région Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 0826 300 300. On accueille Tony qui nous appelle. Bonsoir à vous, Tony. Oui, bonsoir à tous. Oui. Vous nous appelez d'où nous appelez-vous? Perpignan. Ouais. Bienvenue à vous. Vous allez devoir aussi garder vos enfants? Mes petits-enfants, certainement. C'est ce qui va être un petit peu compliqué, et voilà, parce que il faut mettre les choses à leur place. Je pense qu'il faudrait commencer par ça. Donc, tout le monde va être confiné, tout le monde va être contraint. Les gamins ne sortiront plus, on n'a plus le droit de sortir pour une maladie, parce qu'on parle de pandémie. Une pandémie, c'est quand il y a des bûchers dans la rue parce qu'il y a trop de morts, parce qu'il y a des croix sur les maisons pour qu'on aille chercher les morts, et quand on a des dizaines de millions de morts. Là, c'est pas insignifiant, il y a les morts. Et on approche des 100 000 morts, a rappelé le président de la République. 100 000 morts sur un an. Oui, c'est énorme. 100 000 morts sur un an. Oui, mais Tony, excusez-moi. 99,99% des gens ont survécu et 99,67% des gens qui ont eu la maladie. Revenons à votre organisation d'ailleurs, Tony, parce que vous, si j'ai bien compris, vous avez des petits-enfants, c'est ça? Oui, j'ai des petits-enfants. Qui vont en cours. Ils sont en quelle classe? Voilà. Comment? Ils sont en quelle classe, Tony? Ah non, c'est une première section et de maternelle et grande section. D'accord. Vous allez devoir vous allez aider leurs parents à les garder à partir de la semaine prochaine? Comment ça va se passer? Alternativement, parce que moi je continue à travailler quand même. Je suis en retraite à fin d'année, mais là je continue obligatoirement à travailler. Donc on est obligé de jongler et c'est pas évident du tout d'arriver à avoir le temps à faire déjà je suis à plus de 10 km, je sais pas comment je vais faire pour les récupérer ou pas. Ça va être il va falloir sortir une attestation, justifier ce qu'on n'a pas besoin de justifier, là, parce qu'une attestation, il n'y a rien de plus ridicule qu'une attestation. On s'autorise soi-même à aller quelque part. On atteste en tout cas la raison pour laquelle on y va. Qu'on va quelque part. Non, mais à un moment donné, on se demande. On entend en tout cas votre fatigue et votre exaspération. Là où moi, le plus gros souci, c'est avec ma fille la plus jeune qui est à l'université. Elle a été le premier confinement, elle a pu venir avant parce qu'elle est sur Montpellier, donc elle a pu venir sur Perpignan avant le confinement, donc elle a passé là, mais là maintenant elle va être enfermée dans un 19 mètres carrés sans pouvoir faire de cours. Là oui, ils vont pouvoir continuer les cours, donc c'est un jour par semaine. C'est un cours en présentiel par semaine pour les universités, y compris d'ailleurs à Montpellier. Ce sera le cas pour votre petite fille, et du coup qui n'avait pas le moral, en 2 mots, Tony, si j'ai bien compris. Elle est en 3e année, donc je comprends. Elle est en 3e année de licence, donc je comprends qu'elle s'accroche, elle a envie, mais ceux qui étaient en première année, mais ils ont fait même pas 15 heures. Je crois que c'est 6 semaines de cours. Année très compliquée en tout cas, effectivement. Bon courage à vous, en tout cas Tony. On a entendu aussi votre exaspération, parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 an que dure cette crise. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio au 0826 300 300. Canaliser aussi la colère ou l'exaspération des Français, c'est un objectif qui transpirait du discours d'Emmanuel Macron, Philippe Bilger. Tout à fait. Et grâce à vous, je viens d'écouter Tony. Je comprends ses protestations, mais il me semble aussi que c'est la difficulté du pouvoir. À partir du moment où nous avons un ennemi commun relativement imprévisible dans son développement, on ne peut pas imaginer une politique parfaite et idéale qui plairait à tout le monde. À partir du moment où on réclame de l'efficacité de la part du pouvoir, il faut d'une certaine manière accepter qu'un certain pire, j'allais dire un désagrément, c'est bien davantage, soit causé à telle ou telle catégorie, j'entends bien, mais on ne peut pas arbitrer de telle manière que chacun y trouverait son compte et que le virus serait effacé. C'est triste, mais c'est un peu le pouvoir est contraint d'être Créon sans pouvoir être totalement Antigone. Et c'est vrai que c'est en tout cas toute la difficulté
de gouverner en ce moment-là. Voilà. La fermeture des écoles, fermeture physique, parce que les cours continuent la semaine prochaine, mais ce sera des cours à distance. C'est une mesure qui va changer beaucoup de choses pour beaucoup de Français qui devront s'organiser pour garder leurs enfants, mais aussi pour les chefs d'entreprise qui auront parfois du mal à garder tout leur personnel, parce que si personne ne peut garder les enfants, eh bien on est obligé de se mettre en indisponibilité. Bonsoir à vous Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président de la CPME qui regroupe les petites et moyennes entreprises pour Paris et pour l'Île-de-France. Est-ce que pour vous, c'est un retour avec cette fermeture des écoles, en quelque sorte, à ce premier confinement d'il y a 1 an ? Oui, c'est effectivement un retour au premier confinement avec, si vous me le permettez, une expertise. On a vécu ce premier confinement, donc on a 1 an d'expérience et puis on a 6,5 millions d'emplois salariés et non salariés en Île-de-France. Donc si les écoles acceptent les enfants de nos activités non télétravaillables, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est un problème d'organisation, et j'allais dire de désorganisation de la vie d'entreprise. On travaille depuis des semaines et des mois à mettre en puissance, à monter en puissance le télétravail. C'est pas possible partout, donc on fait des efforts. Moi, ce qui me rassure, si vous me le permettez, dans ces annonces, c'est peut-être le fait que nos apprentis et nos alternants ne seront pas sur le côté de la route. Et ça, c'était important. Ils pourront continuer à travailler. Oui, c'était une de vos craintes. C'était une de mes craintes parce qu'ils ont beaucoup dégusté depuis 1 an. Il ne faut pas qu'ils décrochent la formation à la fois à distance, mais aussi en présentiel avec un maître de stage, un tuteur, le mentorat. C'est extrêmement important pour nous. On a perdu, je vous rappelle, 150 000 emplois en Île-de-France en 2020. Il faut les accompagner, ces jeunes. Et le fait qu'on les maintienne en semi-activité, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas leur équilibre, c'est pour nous une bonne nouvelle. Vous êtes plutôt soulagé ce soir ? Oui, je suis soulagé parce que on annonce le maintien du chômage partiel, les dispositifs prolongés. J'espère qu'on aura le plus vite possible les vaccinations, c'est ce que nous demandons. Et puis peut-être soulagé parce que le président n'a pas annoncé de restrictions supplémentaires pour les activités, c'est-à-dire des fermetures d'activités. C'était ça aussi ma principale crainte. Alors pour vous qui êtes... c'est important pour vous parce que vous êtes en Île-de-France avec la CPME Paris-Île-de-France. En revanche, les mesures qui s'appliquent à votre région depuis 2 semaines, elles vont s'appliquer à toute la France, y compris la fermeture de magasins dits non essentiels. Donc ça, c'est aussi le reste du pays qui va découvrir ces fermetures. Autre question, Bernard Cohen-Haddad, les mots à la fois forts et en même temps vagues du président de la République Emmanuel Macron. Le télétravail va être systématisé. Ça veut dire quoi ? C'est pas obligatoire, ça peut pas être obligatoire. Comment on contrôle, comment on fait en sorte finalement que de s'assurer que tous les entrepreneurs jouent bien le jeu ou tous les salariés jouent bien le jeu ? Écoutez, moi je crois qu'on a fait déjà beaucoup de progrès depuis 1 an. En mars 2020, au début de mars, il y avait simplement 8% de télétravailleurs. Dans certaines activités, aujourd'hui, on est à plus de 60%. Depuis le couvre-feu en Île-de-France, on a gagné 8 points sur le télétravail. C'est-à-dire qu'on fait au mieux, c'est vrai, qu'on a vécu un télétravail par défaut. On n'a pas toujours eu le temps de s'organiser dans le télétravail. Et puis le télétravail, c'est parfois du mal-être. Parce que lorsque on est dans un petit logement, lorsqu'il y a du bruit, là, on ne peut pas. C'est une capacité parfois de travailler beaucoup plus qu'en entreprise. Et puis si vous le permettez, moi, je voudrais marquer ma solidarité vis-à-vis de ceux qui, dans des régions comme, je pense, la Bretagne, où il y a des faibles taux d'incidence, ils sont aujourd'hui pénalisés. C'est vrai que nous, en Île-de-France, avec plus de 1000, dans les écoles ou dans certains départements, on vit cette annonce de manière non négative. Il faut le reconnaître aussi. C'est une région très touchée, vous vous y attendiez, et vous pensez aux régions qui sont moins touchées, mais qui se retrouvent aussi face à ces restrictions. On attendait pour elles, pour ces régions, un peu d'éclaircie, voire une réouverture progressive. Et c'est raté. Ce n'est pas le cas, et c'est raté. Et c'est pour l'instant raté. Sorti, en tout cas, un horizon donné à la moitié du mois de mai par le président de la République pour la réouverture des lieux culturels, peut-être, voire des restaurants. Philippe Bilger. C'est vrai, Jean-Marie, mais que dire lorsque soi-même on est dans une position relativement privilégiée, bien sûr, par rapport à toutes ces métiers, ces activités qui vont devoir encore cesser avant peut-être le retour mai-juin. Mais il me semble que ça n'est pas me défausser que de dire que à la suite de cette allocution et de ce qui est proposé, et surtout avec l'immense apport des vaccins enfin pris à bras
ras-le-corps, si j'ose cette expression, eh bien on peut avoir à la fois une France inquiète, une France unie, mais surtout une France responsable. Parce que le président l'a dit à juste titre, il faut faire confiance aux Français, mais il ne faut pas que le comportement, le dérèglement de quelques-uns fasse oublier à l'immense majorité le civisme dont elle a besoin. En un mot, pour l'ancien magistrat que vous êtes, Philippe Bilger, le magistrat honoraire que vous êtes, pas de retour des attestations à moins de 10 km, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron. En revanche, un durcissement des sanctions pour ceux qui enfreindraient les règles. Est-ce que vous vous en satisfaisez? Est-ce que vous vous en êtes satisfait? Je trouve que c'est une très bonne démarche intellectuelle et civique. Je veux dire, on prend les citoyens pour des adultes, c'est la règle. Mais ceux qui ne veulent pas être traités comme des adultes, qui sont des obtus, des puérils, des infantiles, ceux-là, eh bien, il faut sanctionner, et j'allais dire durement, en tenant compte tout de même de la hiérarchie des comportements transgressifs dans la France qui n'en manque pas par ailleurs. Ouais. Maintenant, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, on fait le choix de la confiance. Alors maintenant, si vous demandez aux policiers s'ils sont contents ou pas, avec tout le travail qu'ils ont, ça c'est une autre histoire. Mais oui, on n'a pas le choix, je suis d'accord. Bernard Cohen-Haddad, en un mot, est-ce que vous êtes plus porté à l'optimisme ou au pessimisme ce soir? Est-ce que vous arrivez à entrevoir une sortie de crise? Le bout du tunnel, c'est la vaccination, comme l'a dit justement Philippe Bilger, et puis aussi le civisme de chacun, la responsabilité, être responsable, ne pas se réunir chez soi. Mais ça fait un an qu'on le dit, on n'en est toujours pas sorti. Oui, mais malheureusement, beaucoup ne respectent pas encore les gestes barrières et les distanciations, sinon on ne serait pas dans cette situation. Nous le faisons dans les entreprises avec le protocole, avec les gels. Vous avez moins de contamination dans vos entreprises? Bien entendu. L'Institut Pasteur dit qu'il y a simplement 15% de contamination dans les entreprises. C'est rien du tout aujourd'hui. Alors que, vous vous rappelez, à l'été 2020, on parlait de clusters dans les entreprises. C'est vrai, des foyers épidémiques dans les entreprises. Et ça a été jugulé. Soyons responsables, soyons solidaires et soyons patients. C'est pas facile pour nous, surtout pour les indépendants qui, aujourd'hui, sont quand même toujours ceux qui sont les moins bien lotis des dispositifs publics. Mais c'est peut-être encore 1 ou 2 mois à passer. Ayons confiance et soyons solidaires, je le redis, la solidarité est fondamentale en ce moment. Et c'est vrai qu'1 ou 2 mois de plus, c'est long quand on a déjà passé 1 an. Merci à vous, en tout cas Bernard Cohen-Haddad, d'être intervenu ce soir, président de la CPME qui regroupe les petites et moyennes entreprises pour Paris et l'Île-de-France. On rappelle en quelques mots, Philippe Bilger et Philippe Rossi, les mesures annoncées par Emmanuel Macron, fermeture des écoles physiques à partir de la semaine prochaine pour des cours à distance, puis 2 semaines de vacances pour tout le monde. Voilà, exactement, du 5 avril, donc au 12 avril, les cours à distance, du 12 au 26 avril, ce sont les vacances, puis 1 semaine de cours à distance, et puis surtout, les règles en vigueur dans les 20 départements confinés, j'ai envie de dire, entre guillemets, étendues, donc désormais à toute la France, et ce jusqu'au 3 mai. Et ce, à partir de samedi prochain, ça nous amène justement à la fin du week-end du 1er mai. Merci Philippe Bilger d'être intervenu. Merci et à vous deux. D'être intervenu ce soir dans cette édition spéciale des Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Philippe Rossi, on vous retrouve demain. Et oui, demain, évidemment, on continuera de commenter les annonces. En compagnie de Philippe Bilger, justement, et de toutes nos Vraies Voix Sud Radio, ce sera à partir de 17h. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio, la culture vous manque, c'est normal, les lieux culturels sont fermés. Bien, place à la culture en quelque sorte avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie, qui reçoit ce soir son invité Jean-Michel Di Falco. Passez une excellente soirée à l'écoute de Sud Radio.